toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette salle magnifique, dans un lieu d'exception. Comme vous avez pu le constater par ces images aériennes, je pense qu'on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir venir ici. Alors, ce matin, je me disais, il y a 3 ans, on était à Dunkerque, l'année dernière, on était au Touquet, cette année, on est à Saint-Valery-sur-Somme. Il va peut-être falloir à un moment donné qu'on remonte un petit peu, parce que dans 2 ans, on est à Biarritz. Donc, mais en tout cas, vu l'affluence aujourd'hui, je suis vraiment très satisfait d'avoir choisi ce magnifique lieu. Et puis l'année prochaine, ça sera peut-être plus proche de nos confrères du Nord. Mais en tout état de cause, bienvenue à vous toutes et tous. Avant de vous lister le planning de la journée, je vais commencer par les remerciements pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Alors, je vais commencer par Madame la Présidente du H3C, Madame Florence Pévernès. Un grand merci, Madame la Présidente, d'être parmi nous. Monsieur Éric Baudrier, Directeur Général du H3C. Merci, Monsieur le Directeur, d'être également présent avec nous. Il y a Yannick Olivier, Président de la Compagnie Nationale, qui doit arriver. Il est pour l'instant sur la route et puis on l'attend d'une minute à l'autre. Monsieur Alain Robert Leroux, avocat général près la Cour d'appel d'Amiens, qui est également présent et avec lequel on entretient des liens étroits. Et je vous remercie, monsieur l'avocat général, de nous contacter régulièrement et d'échanger. C'est très important aussi pour nous d'être proche de vous. Également présent avec nous, monsieur Philippe Vincent, le premier vice-président de la CRCC de Versailles et du Centre, qui représente Florent Burtin, qui est également le président de la conférence des présidents. Je vais remercier également les anciens présidents qui sont présents avec nous. Je pense à Henri Luxillon, qui s'investit aussi beaucoup dans notre CRCC, qu'on voit régulièrement et quasiment systématiquement aux conseils régionaux. Je te remercie beaucoup, Henri, d'être avec nous encore une fois aujourd'hui. Je remercie également Pierre Poujol, qui est parmi nous aussi. Je vais avoir une pensée pour les anciens présidents qui sont malheureusement pas là, pour différentes raisons personnelles ou des problèmes d'agenda. Je pense à Roger Drouiflard, qui n'est pas parmi nous, Stéphane Dumont, évidemment Gilles Vadbled, et puis une grosse pensée pour Régis Gourlet. Je vais remercier également les présidents des syndicats professionnels, à savoir Charles et Cécile. Et puis je ne pourrais pas terminer ces remerciements sans m'adresser à quelqu'un avec lequel on travaille beaucoup et on a beaucoup de chance de pouvoir partager énormément d'actions. Je pense que la CRCC aujourd'hui a la possibilité de mener des actions en matière d'attractivité, en matière de communication. Évidemment, vous le connaissez parce que c'est quelqu'un qui était très présent parmi nous pendant la crise sanitaire. Je pense qu'on l'a peut-être plus vu que les présentateurs de journaux télévisés, de par le nombre de lives qu'il a pu réaliser. C'est évidemment Hubert Tondeur, le président de l'Ordre des experts comptables. Merci Hubert d'être avec nous. Donc, mes chers consoeurs, mes chers confrères, voici le planning de la journée. Dans quelques instants, nous aurons une conférence qui sera animée par Isabelle Dupont et Frédéric Tilly. Vers midi, on retournera là où on a pris le café d'accueil pour un déjeuner. Et vers 14h, on redescendra pour assister à une table ronde entre Madame la Présidente du H3C et Monsieur Olivier. Ensuite, s'ensuivra notre Assemblée Générale statutaire pour finir par une conférence animée par Monsieur Luc Ferry sur le bien-être au travail et la 3e révolution industrielle. On terminera vers 17h30 par un cocktail de clôture et puis chacun retournera chez soi. Voilà, j'espère que ce programme vous plaît. Je vais sans tarder appeler Isabelle et Frédéric, que je vous demande d'applaudir, parce que ce n'est pas forcément un exercice facile, je sais qu'ils ne sont pas stressés du tout, mais ça va aller. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à tous. Donc on va vous présenter ce support, mais je voudrais vous faire part d'une petite interrogation qui m'a été posée par un client pas plus tard que cette semaine. En fait, il m'a demandé si, un client dont je suis commissaire aux comptes, si je pouvais faire sa alias fiscale. J'étais un peu surprise parce que c'est la première fois qu'on me demande ça. Je ne sais pas, tu en penses quoi, Frédéric? Bah, écoute, je ne sais pas comment il peut avoir cette idée-là. Eh ben, il a eu cette idée parce que quand je lui ai mis le rapport sur les comptes annuels entre les mains, il a remarqué que j'avais changé cette année le petit paragraphe sur l'indépendance, puisque maintenant on doit se référer au nouveau code de déontologie. Et dans le passé, le paragraphe indiquait qu'il y avait des services interdits. Donc il s'est dit, s'il n'y a plus de services interdits, tout est possible. Est-ce que vous pouvez me faire l'alias fiscal? C'est quand même bizarre, non? Pourquoi pas les payes? Qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, ça me semble bizarre, mais j'ai pas du tout potassé le sujet. Ah oui, oui, et puis on est là aujourd'hui. J'arrive là comme ça, on me dit de venir, et puis... Ah ouais. Bon, enfin, on a de la chance parce qu'on a le président qui est là, Ouais, je pense que, effectivement. donc il va peut-être pouvoir nous dire ce qu'on doit faire. Alors, c'est gentil de m'interpeller, mais on est vendredi. Et le vendredi, malheureusement, c'est pas ma journée de permanence. Ma journée de permanence, c'est le mardi. Donc, je vous le dis à toutes et tous, ma journée de permanence à la CRCC, c'est le mardi, donc n'hésitez pas à me contacter. Sinon, le reste du temps, vous envoyez un mail et j'essaierai évidemment de vous appeler. Mais là, aujourd'hui, vous m'interpellez un vendredi, c'est pas normal. Mais par contre, je pense que vous avez la réponse dans vos slides, donc il va falloir continuer. D'accord. D'accord. Ok. Merci. Bon, bah donc restez là alors, si vous voulez la réponse. Voilà. Donc en fait, bon, vous vous souvenez, le choc pour la profession il y a quelques années avec la loi Pacte, la disparition d'une grosse partie de nos mandats de PE et de TPE. Donc suite à ça, en fait, le législateur a prévu des ouvertures pour nos cabinets sur des nouvelles missions, et donc avec une mise en place d'un nouveau code de déontologie, ce qu'on appelle un code de déontologie post-Pacte. Donc aujourd'hui, en fait, on va regarder un peu les questions-réponses. La commission d'éthique professionnelle dont je fais partie, en fait, a travaillé sur le sujet pour donner les outils nécessaires aux confrères qui veulent ou qui ont des demandes sur ces nouveaux sujets. Voilà, donc en fait, on a une introduction qui s'appelle la séquence 1. Quels sont les impacts de la loi Pacte sur la déontologie des CAC ? Quels sont les principes, en séquence 2, quels sont les principes applicables pour les missions et prestations rendues en dehors de toute mission légale ? Parce que les commissaires aux comptes peuvent très bien intervenir comme prestataires sur des sociétés dans lesquelles ils n'ont aucune mission légale. Séquence 3, l'analyse de la CEP, donc c'est la commission d'éthique professionnelle pour les prestations dans le cadre de la mission de certification légale. Donc là, en ECAC, on nous propose ou on veut proposer des missions. Les nouvelles offres sont-elles compatibles avec une mission de certification dans une entité non EIP ? Et le CAC peut-il fournir à une entité non EIP dont il certifie les comptes l'un des services anciennement interdits ? Puisqu'en fait, auparavant, on en a parlé tout à l'heure, il y avait des services qui étaient interdits. Est-ce qu'aujourd'hui, ces services, on peut les appliquer ? Alors, tout d'abord, on parle bien de sociétés non EIP. On ne va pas aborder le sujet des sociétés EIP, parce que de toute façon, quasiment tous les services sont interdits dans ces sociétés. Et je pense que plus de 90% des confrères qui sont ici interviennent dans des entités non EIP. Et de toute façon, le support ne prévoit pas de parler des EIP. Voilà. Donc, quels sont les impacts de la loi Pacte ? Donc, impact de loi Pacte, c'est vrai que on insiste, hein, donc, sur la déontologie des commissaires aux comptes. Alors, commissaire, il y a 2 M, hein, mais bon. Donc, création de l'article 820.1.1, possibilité pour les CAC en dehors ou dans le cadre d'une mission de fournir des services et attestations. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de fournir des services et attestations, un peu comme auparavant en fait. Hein. On avait déjà quand même des services autres que le commissariat aux comptes, anciennement les DDL, dans lesquels on pouvait intervenir. Donc aujourd'hui, l'article 822.11, comme on en a parlé, il n'y a plus de liste de services interdits pour les mandats non EIP. Je rappelle que pour les mandats EIP, quasiment tout est interdit. Et avec une approche risque-sauvegarde qui doit être systématique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une mission qui sort de la certification légale, on doit se poser des questions. On va vous donner les outils dans l'atelier. Et donc notamment, regarder le risque d'autorévision. Alors, aujourd'hui, donc, il y a une commission qui fait partie, enfin une sous-commission de la CEP qui travaille actuellement sur la détermination, sur la définition de l'autorévision. Parce que c'est vrai que par autorévision, ça peut aller très très loin, comme ça peut être très très... ça peut être... il faut arriver à trouver une définition de l'autorévision pour que les confrères puissent bien comprendre en quoi ça consiste.
Et puis également toujours le problème lié à l'indépendance du confrère. Ça, je dirais que c'est général. Donc dès que son indépendance est compromise, ou en tout cas que l'apparence d'indépendance est compromise, parce qu'il y a non seulement l'indépendance, mais également une notion d'apparence vis-à-vis des tiers, et qu'aucune mesure de sauvegarde appropriée ne peut être mise en œuvre. Voilà. Donc c'est toutes les questions que doit se poser le confrère ou la consoeur avant d'accepter ces missions. Donc on a travaillé sur les conséquences de ces modifications, les principes applicables pour les missions et prestations rendues en dehors de toute mission légale. Est-ce qu'on peut rendre aujourd'hui tous les services dont on a parlé, par exemple, les liasses fiscales, les fiches de paye, est-ce que tout ce qui était interdit, est-ce qu'aujourd'hui on peut le faire concomitamment à la mission de certification des comptes? Et aujourd'hui, comment avoir une approche risque-sauvegarde? Quelles mesures de sauvegarde on peut prendre quand on est tout seul dans un cabinet ou quand on est dans un réseau? Comment on peut faire? Comment ça s'applique aux nouvelles offres et aux autres prestations que le CAC souhaiterait rendre, ou en tout cas qu'on lui propose de faire dans une mission dont il est le commissaire aux comptes. Je rappelle qu'on va aborder également toutes les missions qui peuvent être également proposées à des commissaires aux comptes qui ne certifient pas les comptes de l'entité. Donc là, on est plus dans un cadre de prestation, bien entendu. Ok. Alors, donc moi je vais vous parler des principes applicables pour les missions et prestations rendues en dehors de toute mission légale. Petit rappel sur le nouveau code de déontologie. Donc en volume, c'est 27 pages, comme le précédent. Il y a un petit peu plus d'articles, il y en a 37 contre 33. La trame un peu a changé, il y a deux parties, deux titres en fait. Avant, il y en avait 7. Ce sont des titres, voilà. Donc le premier titre, c'est les dispositions communes, qui fait l'objet d'ailleurs de cette présentation synthétique. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît déjà, qu'on appliquait déjà, et bien sûr, il y a des nouveautés, évidemment. Et le titre 2, qui sera moins développé dans les slides qui vont suivre, sont toutes les dispositions complémentaires pour les entités certifiées. Mais le socle 1, c'est pour toute mission. Alors, déjà, l'article 1 du nouveau code de déontologie précise que par mission, on entend nos missions traditionnelles de certification des comptes, et par prestation, on entend tous les services et attestations dont certains sont nouveaux, dont d'autres, comme le disait Frédéric, on faisait déjà. Quand un client a besoin qu'on atteste pour une association, par exemple, la bonne utilisation des fonds conformément à l'objet, on faisait déjà des attestations, on allait chercher les factures, voir si elles étaient payées, comment, etc. Donc on faisait déjà, mais là, ça va beaucoup plus loin, je dirais. Donc ce slide, j'espère qu'il est lisible, reprend finalement tous les articles de 2 ou 3 jusqu'au 17, pour votre information, sur les 37, mais c'est vraiment très synthétique, c'est l'essentiel. Le premier pavé, c'est vraiment, je pense, ce qui caractérise notre métier depuis bien longtemps. Principes fondamentaux de comportement, intégrité, impartialité, indépendance, conflit d'intérêts, esprit critique, compétence et diligence au singulier, c'est pas le nombre d'heures, c'est faire des preuves de diligence. Confraternité, secret professionnel et discrétion. À mon sens, rien de bien nouveau pour nous. Mais ce qui va peut-être changer avec ce nouveau code de déontologie, c'est l'approche risque-sauvegarde qui doit être systématique, que ce soit pour une nouvelle prestation en dehors d'une mission légale ou que ce soit pour une mission légale traditionnelle. C'est-à-dire de se poser la question à tout moment, est-ce que je suis bien indépendant? Est-ce qu'il y a un risque d'autorévision? Parce que comme plus de choses sont permises qu'avant, il y a plus de risques peut-être d'autorévision, mais il faut mettre une parade. Et ça va être la sauvegarde, non pas judiciaire, la sauvegarde, la mesure de sauvegarde, ça va être la note de travail dans le dossier qui va définir, déjà qui va se dire qu'on s'est bien posé la question, si je suis en autorévision sur un point particulier, qu'est-ce que je fais pour y remédier? Si c'est vraiment trop grave, on ne prend pas l'émission. Mais si
estime, donc le jugement professionnel quand même va être important, si on estime que c'est quand même possible de mettre une mesure de sauvegarde, on la consigne dans notre dossier de travail. Et alors après, ça va être détaillé, mais ça va être un tiers indépendant, ça va être un autre collaborateur, une autre équipe, enfin voilà. Et donc c'est, je pense, un peu ça la nouveauté du code de déontologie version voilà, telle qu'elle vous est présentée. En fait, ces principes sont à peu près les mêmes que pour les experts comptables. On retrouve le comportement, l'intégrité, l'impartialité, l'indépendance, esprit critique, les diligences, la confraternité, la notion d'honoraire, de l'aide de mission, bien entendu, publicité aussi. On est à peu près sur les mêmes règles. Et en fait, ces questions, on doit aussi se les poser quand on accepte une mission légale. On doit également bien penser à formaliser quand il peut y avoir une sensation qu'on pourrait apparaître pas indépendant parce qu'on a été vu par le passé avec le dirigeant, enfin, voilà, qu'on a pu avoir des rapports avec des rapports familiaux même très très éloignés. Voilà, faire toujours très attention. Et là, par contre, on est en train de parler d'un autre sujet où on va aborder également l'autorévision parce que sur des missions autres que la certification, on peut être amené à intervenir et se retrouver en situation de conflit d'intérêts et examiner aussi tout ce qui est autorévision. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, si je poursuis dans le déroulé de conduite de mission, de prestation, recours à des collaborateurs, ça, c'était déjà vrai avant, Dieu merci. Recours à des experts, donc ça, sont les articles 10 et 11, je crois, du Code de déontologie. Après, les honoraires, pas d'honoraires proportionnés ou conditionnels dans nos métiers. Enfin, on n'a jamais été habitué à ça non plus. Mais ça... Sur l'expertise comptable, on peut maintenant. Mais... Oui, en commissariat, j'entends. Enfin, non. On va pas mettre un... Enfin, voilà, il n'y a pas de... Je certifie les comptes, c'est 4000. Je certifie pas, c'est 3000. Ensuite, donc ça c'est pour les honoraires, on ne doit pas solliciter des cadeaux, on ne doit pas les accepter. La publicité, il y a quand même des précisions dans le nouveau code de déontologie par rapport à avant. Avant c'était déjà marqué qu'on pouvait, mais là c'est quand même un petit peu plus précis, c'est l'article 16. On peut faire de la publicité si elle est loyale, sincère, si on ne dénigre pas les confrères, évidemment, pas de comparaison dénigrante. Ça peut se faire par envoi postal ou mail. Il faut préciser les modalités d'honoraires et il ne faut pas créer une confusion, volontaire bien sûr, pour apparaître en utilisant un nom de domaine qui pourrait faire penser qu'on véhicule un message au nom de la profession. Voilà, donc ça c'est bien précisé dans le code de déontologie et on ne peut pas apparaître avec des personnes avec lesquelles on ne peut pas s'associer. Donc ils prennent l'exemple d'ailleurs... on ne peut pas faire de la publicité avec une banque, par exemple, parce que voilà, ça ne fait pas partie des personnes avec qui on peut s'associer. Ensuite, si on termine sur ce slide, attention aussi au monopole des autres professions. Ça, c'était vrai avant aussi. Donc attention, si vous vous mettez à faire des plans par exemple, vous êtes sur le monopole des architectes, mais je dirais que le plus gros risque pour nous, c'est plutôt d'aller sur le domaine du droit et de se retrouver sur le monopole des avocats ou des notaires. Oui, la rédaction d'actes, etc. Alors, je n'ai pas d'expérience là-dedans, mais apparemment, il y a des activités de maniement de fonds qui sont possibles. C'est bien précisé, mais on verra que ce n'est pas sur nos clients, pas sur les clients dont on est commissaire aux comptes. Mais le maniement de fonds et l'activité séquestre est une activité permise par les commissaires aux comptes. Alors, un petit point qu'on a abordé avec Isabelle en préparant le support, c'est les cadeaux. Donc en fait, il est prévu dans le code de déontologie que le commissaire aux comptes peut accepter des cadeaux à concurrence d'un certain montant. On n'a pas retrouvé le montant, mais bon, il nous semble évident que le commissaire aux comptes ne peut pas recevoir de cadeaux. Alors peut-être un stylo publicitaire, et encore tant que ce n'est pas un stylo siglé d'une grande marque. Voilà, mais ça ne doit pas aller au-delà, ça semble relativement évident. Voilà. Alors il y a un arrêté ministériel a priori qui fixe ça, bon, je ne l'ai pas trouvé. On ne l'a pas retrouvé. Pas non plus, voilà. Bon, je pense que de toute façon, on est toujours sur de l'analyse personnelle, donc après, c'est au confrère à voir s'il accepte le stylo publicitaire lambda. Je pense que de toute façon, au bout d'une semaine, il est plus utilisable. Et puis, après, voilà quoi. Le séjour, la croisière, je pense que non. Enfin, voilà.
Donc le slide suivant décrit cette approche qu'on doit avoir face à chaque mission ou prestation, risque sauvegarde. Si on se sent indépendant, on y va. Par contre, si on ne se sent pas indépendant, et je dirais qu'à partir du moment où on se pose la question, c'est que déjà il y a peut-être un petit souci, il faut voir si on peut mettre en place des mesures de sauvegarde, si elles sont possibles et suffisantes. Et là, juste après, on déroulera une FAQ qui fait 27 pages, donc on ne prendra que quelques extraits. C'est juste aussi, dans ce genre d'atelier, vous dire que ça existe, qu'il faut aller chercher ça sur le portail de la compagnie. Il y en a qui ont réfléchi, qui sont réunis, autant qu'on en profite quand on est face à un petit souci. Et donc, on verra à ce moment-là si on peut... qu'est-ce qu'une mesure de sauvegarde peut faire pour limiter le risque d'autorévision, par exemple, et permettre au commissaire aux comptes d'accepter ou pas la mission. Voilà. Donc, ça, c'est assez évident que quand on fait ce genre de prestation, il faut faire une lettre de mission. C'est comme les DDL et les SAC avant, il n'y a pas de changement. Et qu'on doit constituer, évidemment, un dossier de travail. En matière de formalisme, je pense qu'on est assez habitué. Alors ça, c'est plus récent et plus nouveau, et c'est vrai que c'était actuel pour le 30 septembre dernier. Et si on n'a pas bien fait ou oublié quelque chose, c'est rattrapable. C'est que maintenant, il faut déclarer, en dehors des déclarations de mandat qu'on fait tous pour le 30 septembre, les prestations. Et là, on a pu oublier parce que c'est assez nouveau. Sur Aglaé, il y a un petit onglet. Et donc, on déclare chaque prestation de type, mission légale, si on audite des mandataires de justice ou des administrateurs de justice, si on fait des commissariats à la fusion, à la transformation, comme ce n'est pas chez nos clients dont on certifie les comptes tous les 3 ou 6 ans, c'est à cet endroit-là qu'il faut le mettre sur Aglaé. Et on met le nom et on ne met pas le montant des honoraires, on le met au niveau global. Si vous avez 4 missions, vous faites le total de vos honoraires et vous le présentez ainsi et vous l'envoyez. Et c'était valable pour 2019 également. Donc pas oublier, voilà, les commissariats aux apports, à la transformation, c'est là qu'il faut les mettre. Maintenant, si vous avez fait une SAC sur un dossier dont vous êtes CAC, on ne change rien, on fait comme avant, on la met sur nos déclarations de mandat. Là, c'est juste les prestations, c'est quand on n'est pas commissaire aux comptes de manière régulière dans un dossier. Et bien sûr, on doit respecter les monopoles, on vient de le dire. Donc, il y a une chose qui est importante, comme l'a dit Isabelle, c'est la lettre de mission. Parce qu'il ne faut quand même pas croire pas laisser penser aux clients que c'est open bar. En fait, à partir du moment où il a signé la lettre de mission pour la certification, qu'il peut nous demander toutes les attestations, tous les travaux annexes compris dedans. Et bon, il y a également une problématique de responsabilité et de bien fixer le montant des honoraires. Voilà. Donc il y a de nombreuses publications qui ont été mises à disposition sur le portail de la CNCC. Alors je dois dire que le portail de la CNCC, il a quand même, depuis quelques années, beaucoup progressé en termes d'accessibilité et de navigation. Isabelle a parlé d'Aglaé, moi je vais vous parler de Sidonie, pour ceux qui ont un peu d'ancienneté, ils verront de quoi je veux parler. C'est un portail, Sidonie. Donc il présente les règles déontologiques applicables aux prestations réalisées en dehors de toute mission de certification des comptes. Alors pour l'instant, on en est à 9 ou 10 fiches de déontologie. On va passer les 1 à 4 qui sont beaucoup plus générales. Et nous, en fait, aujourd'hui, on va vous parler des fiches 5, les fiches 5 à 9 sont vraiment en rapport avec le sujet du jour. Et donc, la fiche dont Frédéric fait allusion, vous l'aurez à la fin. On va vous la présenter juste pour montrer comment... Vous l'aurez à la fin. Voilà, on a fait un petit support supplémentaire pour que ce soit un peu plus concret. Alors, l'analyse de la SEP pour les prestations dans le cadre de la mission de certification légale. Donc, on se remet dans le contexte, le code de déontologie évolue, des nouvelles prestations sont proposées au CAC, la commission d'études, d'éthique professionnelle s'est réunie pour analyser chacune de ces missions, ou presque, parce que là, ils en sont à 18 sur 24, et ils ont produit une note en avril dernier sur leurs travaux.
Et donc, ils ont passé en revue ces 18 nouvelles prestations et ils se sont prononcés. On peut pas, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'on livre aux clients, etc. Et donc, cette fac, dont on vous passera juste un extrait, parce qu'elle fait 27 pages, mais c'est aussi pour vous dire qu'elle existe et que parfois on cherche partout et on ne sait pas où trouver l'information. Et donc, voilà, pour vous faire gagner du temps. Cette fac, elle contient 2 parties. La première, c'est sur les nouvelles offres. Et la deuxième partie de la fac passe en revue les anciens services interdits et se prononce, puisque comme ils ne sont plus interdits, sont-ils autorisés? Oui, non, et voilà l'intérêt de cette fac. Alors, donc, on vous rappelle l'approche risque-sauvegarde. Ce qui est barré, c'est la liste des services interdits. Pour mémoire, c'était « je suis commissaire aux comptes, puis-je faire une mission de commissariat aux apports ou à la fusion ?» Non, c'était un service interdit auparavant. Puis-je m'occuper d'une prestation d'externalisation de mon client dont je suis CAC? Non, interdit. Maniement des fonds ou séquestre? Non. Élaborer une information financière, enfin en d'autres termes, faire l'alias fiscal ou l'annexe? Non plus. Rédiger des actes et faire du conseil juridique? Non. Donc voilà, ça c'était ce qui était interdit auparavant. Je ne vous dis pas tout de suite que tout est possible, bien sûr, mais c'était juste, l'intérêt du slide, c'est de se dire, je fais quoi? Je me pose la question par une approche risque-sauvegarde, et on vous indique ici que le jugement professionnel est évidemment prépondérant. Alors, l'objectif de l'asset, je viens de vous en parler, en réalité, j'ai été plus vite que le slide, c'est une grille d'analyse. Alors, ça se présente de la façon suivante. Il y a plusieurs colonnes, donc ils listent les 18 missions nouvelles. Enfin, je dis missions, je devrais dire prestations. Si vous avez, voilà. Et ils les qualifient. Ils disent là, si vous faites ça, eh bien, c'est une attestation. Si vous faites ça, c'est plutôt un diagnostic. Sinon, ça peut être aussi une opinion. Bon, donc l'avantage, c'est que ça décante un petit peu la mission. Ils indiquent si on peut, ce qu'on peut livrer au client. Donc il y a des choses, par exemple les cartographies. Dans l'avis de la SEP, c'est non, on ne délivre pas de cartographie en tant que commissaire au compte au client. Par contre, il y a d'autres choses qu'on peut livrer, des recommandations, etc. etc. Il y a une colonne sur les vigilances. Là, il faut faire attention, soit parce qu'on est un peu en risque d'autorévision, soit parce qu'on est à la frontière d'autres professions et qu'on ne peut pas non plus empiéter, voilà, on peut pas tout faire. Et il y a une colonne, alors là on va lever le suspense tout de suite, sur les 18 missions de cette foire aux questions. À chaque fois, le commissaire est présumé ne pas être en incompatibilité, c'est-à-dire qu'il peut faire. Voilà. Donc sur les 18 missions examinés par la CEP, eh bien en fait il en reste, ils ont examiné 18 missions et je crois qu'ils vont en faire encore 6, mais moi je ne fais pas partie de la commission, c'est plutôt Frédéric qui vous en parlera mieux. Voilà, alors je passe là-dessus et je rends la main. Oui. Je suis perdue, j'étais un peu vite. Donc en fait, vous avez 24 fiches qui ont été menées par la CEP. Bon, on vous en montrera des exemples, je crois. Vous avez des exemples. Et donc en fait, à chaque fois, vous avez une colonne sur la mission, la nature, le contenu, la qualification, si c'est un diagnostic, une attestation, une certification, le livrable, est-ce que c'est un rapport long, court, est-ce que c'est oral, écrit, les limites et surtout les points de vigilance, et puis l'analyse de la CEP. Donc comme l'a dit Isabelle, dans 18 cas sur 24, il y a une présomption d'absence d'incompatibilité. Alors il y a également 2 problématiques qui sont abordées. C'est le cas où on est en certification légale de l'entité où on preste. Et il y a également le cas où c'est une filiale, une entité qui est détenue par l'entité où on est commissaire aux comptes. Mais on n'intervient pas en tant que commissaire aux comptes dans la filiale. Et la filiale nous demande d'intervenir, ou en tout cas la société mère nous demande d'intervenir dans la filiale. Donc tout ça c'est sur le portail Sidonie. C'est plutôt bien fait et ça vous permet en tout cas d'avoir une trame que vous mettez après dans votre dossier pour à la fois préparer la lettre de mission et puis
marquer votre jugement professionnel par écrit, laisser une trace. Donc l'analyse à adapter aux faits, chaque cas, évidemment, c'est un cas particulier. Et attention, donc vous verrez un peu à la fin, on maintient un peu le suspense, mais il peut se passer des choses dans la dernière minute, quoi, en fait. Parfois, on pense que tout est interdit, et puis finalement, le CAC peut quand même peut-être le faire sous réserve avec beaucoup de précautions. Voilà. Et donc, bien entendu, les avis de la commission d'éthique professionnelle sont émis sous réserve d'avis contraires du H3C. Donc, normalement, ce qui est publié aujourd'hui a connu un avis favorable du H3C. Non, pas d'avis. Bon. Donc toujours faire usage de son jugement professionnel et la position retenue, les éléments qui ont conduit à la conclusion et l'efficacité des mesures de sauvegarde mises en œuvre. Donc bien expliquer, tout expliquer là-dessus et bien documenter le dossier. Surtout quand on est vraiment à la limite. Voilà. Voilà. Donc prestation envisagée crée-t-elle un risque d'autorévision ? Donc évidemment, c'est plutôt la partie qui est à gauche qui va nous intéresser aujourd'hui. Existe-t-il des mesures de sauvegarde suffisantes? Est-ce que le travail peut être fait par un membre de mon cabinet, par une personne différente de l'équipe d'audit, par un membre du réseau ou en sous-traitance par un prestataire qui intervient pour le compte de notre cabinet, qui lui est complètement indépendant après une étude. Et de l'autre côté, non, la prestation crée-t-elle... Si on n'a pas de risque d'autorévision, on peut avoir tout de même un risque sur l'indépendance, notamment sur les missions de commissariat à la fusion, commissariat aux apports. Après, oui et non, si on a que des non, on peut réaliser la prestation. En fait, vous avez un petit peu le chemin qui vous guide. Deux grandes notions dont il faut tenir compte, c'est l'autorévision et l'indépendance. Voilà. Il y a indépendance et conflit d'intérêts. Attention aussi à l'apparence d'indépendance. Même si on est indépendant, on peut apparaître comme n'étant pas indépendant. Et que les tiers n'aillent pas penser qu'on est intervenu parce qu'il y a quelques années, on était le beau-frère de un tel. Enfin, voilà. Attention. Donc l'appréciation ne peut pas être réalisée quand on est en risque d'autorévision et qu'il n'y a aucune mesure de sauvegarde possible. Bon, pour vous dévoiler, par exemple, sur l'alias fiscal, si on établit l'alias fiscal de l'entité, il n'y a pas de mesure de sauvegarde suffisante. Pour les fiches de paye, c'est exactement la même chose. Donc on ne peut pas réaliser non plus malgré qu'il n'y ait pas de risque d'autorévision, mais qu'on soit pas indépendant et qu'il n'y ait pas de mesure de sauvegarde possible, donc on ne fait pas la prestation. Voilà. Donc on fait appel au jugement professionnel, c'est quand même intéressant cette démarche, c'est qu'on n'est pas comme avant où c'était soit interdit, soit autorisé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont plus interdites textuellement, et ça fait appel au jugement professionnel, et c'est peut-être aussi ça qui est intéressant dans notre métier, c'est cette part de jugement. Le jugement dont on fait preuve quand on certifie ou quand on ne certifie pas les comptes ou qu'on met des réserves, cette approche, on l'a aussi sur l'acceptation de ces nouvelles missions. Donc, une analyse adaptée aux faits et circonstances, bon, je dis un exemple, par exemple, vous êtes consulté, vous avez refusé, vous avez mis des réserves sur une méthode de calcul de provision, et le client vous dit, écoutez, vous avez qu'à me faire le fichier Excel qui permet de calculer la provision. Là-dessus, on va être quand même... il y a un gros risque d'autorévision, quoi. Voilà. C'est un cas précis. Vous avez également, si on vous demande de rédiger l'annexe et notamment le paragraphe sur les faits caractéristiques de l'exercice. Dans tous les cas, la position retenue, les éléments qui ont conduit à la conclusion devront être documentés dans le dossier du CAC. Parce que bien entendu, si un jour vous êtes mis en cause ou
en cas de contrôle, être capable de dire pourquoi vous avez accepté. 2 ans, 3 ans après, vous n'avez plus forcément les éléments qui ont permis d'aboutir à cette position. Voilà. Donc en cas de doute, il est toujours possible de saisir la commission d'éthique professionnelle. Par contre, la commission d'éthique professionnelle ne vous donnera pas une réponse du jour au lendemain. Si vous appelez le soir à 18h, vous n'aurez pas la réponse le lendemain. Alors il y a toujours le mardi, appelez le président. Mais bon, par contre, oui, sous quelques mois, la commission d'éthique professionnelle peut répondre, mais généralement, ce genre de mission, on doit la faire assez rapidement, et c'est quand même à vous de faire preuve de faire appel à votre jugement professionnel pour accepter ou pas. Vous ne pouvez pas attendre. Je dirais que si vous savez que vous allez avoir une mission d'ici 4-5 mois, vous pouvez soumettre à la commission d'éthique, mais si c'est à faire sous 15 jours ou 3 semaines, la commission d'éthique n'aura pas siégé. On se réunit soit en visio, soit en présentiel, je dirais 7-8 fois dans l'année, quoi. Ok, donc passons en revue maintenant les nouvelles offres. Voyons si elles sont compatibles avec une mission de certification. Pour mémoire, ces offres, vous les trouvez sur le portail. Il faut sur le site de la CNCC, vous cliquez sur Rebond, nouvelles offres, et vont vous apparaître 24 fiches. Elles ne sont pas toutes encore complétées. Je pense qu'il y en a 3 ou 4 qui restent à compléter sur les 24. Sur les thèmes, 8 sur les 24 concernent les données financières, bon, on n'est pas trop surpris. 5 concernent le respect des règles, des textes législatifs et réglementaires. 6 concernent un peu le contrôle interne, je dirais, la conformité d'un processus, son efficacité. Et 5 concernent le numérique. Là aussi, il y a des sujets. Donc voilà pour les thèmes de ces 24 fiches que vous pouvez trouver sur le portail. Et quand vous cliquez sur chacune, il y a un catalogue en fait, quand vous cliquez sur chacune des offres, à l'exception de 3 qui ne sont pas encore remplies, eh bien vous trouvez un petit descriptif. Donc moi je me suis amusée j'ai imprimé en fait celle sur l'utilisation des fonds conformément à leur objet. Ça ne vous donne pas forcément le modèle de l'attestation comme les premières DDL qu'on allait chercher quand il a fallu mettre ça un peu plus en forme que par le passé. Bon, on est habitué, ça fait plusieurs années. Donc ça ne vous donne pas une attestation, mais ça resitue bien le contexte et ça, je dirais, ça précise les choses. Donc c'est pas inintéressant et ça fait 2 pages. On n'a donc pas trop d'excuses en fait, et donc pour les nouvelles offres, voilà, je vous engage à aller voir. Évidemment, moi j'ai regardé pour la préparation de l'atelier. On n'est certainement pas tous concernés par ces 24 missions possibles sur nos portefeuilles clients, mais c'est bon de savoir ce qui existe. Ouais. Par exemple, vous allez avoir des missions qui concernent le respect du RGPD dans les entreprises, des missions qui vont être afférentes au risque cyber, de cyberattaque. Et puis on a également des missions qui concernent des attestations de données extra-financières. Donc on sort un petit peu là, des chiffres, enfin on est toujours un peu sur les chiffres, mais pas forcément des cas euros. Tout ce qui concerne la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc là, je pense qu'il y a des marchés qui vont s'ouvrir pour les commissaires aux comptes. Je pense qu'il faut appréhender ce marché parce que de plus en plus, les entreprises vont être jugées à la fois sur leurs données financières, mais également sur leur capacité à intégrer tout ce qui est social, sociétal, environnemental. Donc je pense qu'il y a des formations qui seront mises en place là-dessus. Et c'est un mouvement qu'on ne peut pas laisser de côté, sinon il y en a d'autres qui vont s'y engouffrer. Voilà. Et on verra avec regret des cabinets extérieurs, commissaires aux comptes ou pas, qui viennent attester des données de consommation carbone et autres de l'entreprise. Voilà. Tout à fait. Donc,
Bon, ça reprécise les choses. La commission, donc, elle a fait l'application de l'approche risque-sauvegarde, hein, donc toujours dans son tableau avec les colonnes, elle a examiné les offres et elle a dit que finalement, il n'y avait pas de présomption d'incompatibilité, mais elle énonce les limites et les points de vigilance. Hein, donc c'est pas mal quand on est concerné. C'est vrai que les missions, il y a même des missions de conformité sociale et juridique hein, qui existent, missions de solvabilité, voilà, il y aura des exemples dans les slides qui suivent. Bon, les ratios, ça on était assez habitués. Voilà. Donc, prenons un exemple, voilà, il arrive. Diagnostic de la solvabilité, c'est la page 5 de la foire aux questions, de la note d'avril 2021, hein, établie par cette commission. L'idée, c'est, par exemple, un dirigeant a besoin de fonds supplémentaires, il fait un tour de table, il veut convaincre des futurs actionnaires de rejoindre la société, d'apporter des fonds. Peut-être qu'il pourrait demander à un commissaire aux comptes ou à son commissaire aux comptes une attestation, en fait. Alors là, je ne dis pas ce qu'il faut dire, un diagnostic, hein, puisque ça s'appelle comme ça, un diagnostic sur la solvabilité pour rassurer, en fait, et donner de la crédibilité à sa société. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour analyser la solvabilité de l'entité, c'est s'imprégner un peu des données macro du secteur d'activité, regarder la concurrence, calculer le besoin en fonds de roulement, la trésorerie, voir un petit peu donc comment se présente l'entreprise, certainement jeter un œil sur son business plan et ses évolutions de chiffre d'affaires, sa marge brute, etc. La liquidité des actifs et aussi l'exigibilité des passifs. Et ensuite émettre donc un rapport détaillé, donc je ne sais pas si vous arrivez bien le lire bien sûr, rapport détaillé, analyse des flux financiers d'exploitation, analyse de la liquidité. Là, il n'y a pas de limite, la colonne n'est pas remplie, donc la commission a estimé que c'était tout à fait dans nos cordes, et sauf évidemment si on était en incompatibilité sur ce dossier-là précisément, sinon il n'y a pas de présomption d'incompatibilité. C'était un petit exemple. Un deuxième sur l'attestation de données prévisionnelles, parce que ça c'est parfois gênant, hein, nos clients attendent de nous parfois des choses qu'on ne peut pas accorder, on ne peut pas s'engager sur des prévisions évidemment, mais n'empêche que si on nous remet donc un business plan, il est possible pour nous d'attester sous forme négative, hein, c'est la colonne livrable, la présentation sincère des données. On peut analyser la façon dont les hypothèses ont été retenues, leur vraisemblance, etc., sans pouvoir dire évidemment ce qui se passera. Et donc, toujours présomption d'absence d'incompatibilité. Et au niveau des limites, c'est ce qui est entouré en rouge, le CAC ne doit pas se prononcer, oui, je viens de le dire d'ailleurs, sur la faisabilité des prévisions, c'est évident, et les données prévisionnelles et le budget prévisionnel doivent être établis par l'entité sous sa responsabilité. Ce n'est pas nous qui faisons, on analyse. Ça, c'est pas trop surprenant, ça me semble normal dans nos professions. Bon, voilà. Ensuite, un troisième exemple, vérification du respect des dispositions liées à la forme juridique de l'entité. Bon, c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant, on est à la limite aussi du droit, et se dire qui pourrait nous confier ce genre de mission? Peut-être une société avec un fonctionnement tout à fait particulier, énormément d'associés, d'actionnaires, je ne sais pas, des dispositions statutaires complexes, peut-être une coopérative, je ne sais pas, et donc pouvoir avoir besoin d'un diagnostic pour qu'un commissaire aux comptes indépendant puisse vérifier que l'entité répond bien à ses obligations juridiques par rapport à sa forme sociale et qu'elle respecte bien le fonctionnement, je dirais ses statuts même, hein, voilà. La tenue des assemblées. Si je peux intervenir sur le sujet, il faut quand même faire attention quand vous avez un avocat qui est sur le dossier, à ménager les susceptibilités. Parce que si vous avez un avocat et que par derrière vous venez vérifier que l'avocat a mal fait son travail, vous rédigez un rapport en ce sens, après avoir, quoi. Donc ça ne veut pas dire que l'avocat ne fait pas d'erreur, mais bien attention à respecter le monopole des autres professions et à interpeller le client à ce sujet. Je dirais que là, on est plutôt dans le cas d'entreprises qui n'auraient peut-être pas d'avocat extérieur ou de prestataire extérieur,
Ils ont un DAF qui fait un petit peu tout. Et donc, ils nous interpellent sur toutes les formalités juridiques qui tiennent au statut de SAS, de SCA ou autre. Voilà. Tout à fait. Hop. Alors, vous voyez, là, c'est un exemple, en fait, de ce qu'on trouve sur le portail. Hein. Il y en a comme ça 24. C'est coloré, on clique dessus, on a le détail. Et celles-là sont toujours en cours d'analyse par la CEP. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Mais elles sont détaillées. En fait, elles sont détaillées sur le site, mais pas encore analysées par la CEP. Et certaines missions sur le site ne sont pas encore détaillées. Voilà. Bon, je passe. Bon, bien sûr, c'est normal, la compagnie nous rappelle que si le service envisagé diffère de la description donnée par la CNCC, il faut conduire une nouvelle analyse. Hein. On ne doit pas se réfugier derrière les réponses de la CEP en disant bah, si j'avais le droit, il y a marqué que, alors que le contexte a changé. Bon, évidemment, je pense que c'était normal. Et ici, juste pour conclure sur cette partie, 18 nouvelles offres sont compatibles avec notre mission légale. La CEP a identifié des limites et des points de vigilance. Je crois qu'on a dû le dire 2-3 fois déjà, donc je vais passer. Et si ça diffère, eh bien, on reconduit notre analyse. Alors, ce n'est pas parce que le service qui vous est demandé ne figure pas dans les 18 offres que vous n'avez pas le droit de le faire. Hein. Ça peut être intermédiaire entre deux offres, ça peut être un truc un petit peu différent. Après, bah, c'est à vous à faire preuve de jugement professionnel pour voir si vous pouvez le faire ou pas. Quoi. Donc c'est quand même des cas particuliers. Le cas que vous aurez, ça va jamais rentrer pile poil dans les cases où ça serait vraiment le grand hasard. Hein. Voilà. Notamment si on vous demande d'attester les données d'un business plan, il y aura toujours des trucs en annexe, tout ça. Mais attention, comme l'a dit Isabelle, à ne pas être à la fois à ne pas préparer ce qu'on vous demande d'attester. Donc voilà. Il ne faut surtout pas intervenir, évidemment, sur le document qu'on nous demande d'attester ou sur le calcul des ratios. Alors, le CAC peut-il fournir à une entité non EIP dont il certifie les comptes l'un des services anciennement interdits? On en a parlé tout à l'heure, c'est l'alias fiscal, c'est les payes. C'est vrai, les payes, à la limite, souvent dans les cabinets d'audit, les équipes d'audit sont d'un côté des locaux. Et le service social, il y a des fois, le service social, il est même pas dans les bureaux, il est à 150 km, 200 km, en espérant qu'il soit pas à l'étranger. Mais bon, à la limite, il pourrait l'être en faisant partie du même cabinet. On dit, bon, moi, je ne travaille pas avec ces cabinets, avec ces gens-là, on les a jamais au téléphone. Voilà, donc rappel des anciens services interdits. Donc c'est les missions de commissariat aux apports et à la fusion. Quand je suis commissaire aux comptes, je peux pas être commissaire aux apports. Une prestation d'externalisation, je peux pas être commissaire aux comptes et puis DRH à temps partagé de l'entité. Maniement, séquestre de fonds. Avant c'était interdit, aujourd'hui c'est pas interdit, mais il y a quand même des risques très 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 élevés, vous verrez l'analyse. Service ayant pour objet l'élaboration d'une information, d'une communication financière, c'est pas à nous à travailler là-dessus. Prestation de conseil en matière juridique, là on est sur les limites du monopole des avocats et des professions du droit. Et donc là pour l'instant, la CEP est en cours sur tout ce qui est prestation de conseil en matière juridique. Voilà. En tout cas, la tenue du secrétariat juridique, j'ai connu par le passé un dossier, enfin c'est une petite anecdote, un dossier où c'était un cabinet qu'on avait repris, on était expert comptable et le commissaire aux comptes faisait le juridique. Et en fait, il était très difficile à faire sortir du dossier parce que c'était lui qui faisait les PV. Donc en fait, on n'arrivait pas à le faire sortir du dossier. Le client, il ne voyait pas le problème. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, je pense que je crois que le confrère a pris sa retraite. Donc c'est bon.
donc la commission a étendu l'analyse à des prestations proches des services interdits, l'établissement de l'alias fiscal, l'établissement de l'annexe des comptes. Bon, c'est vrai qu'à un moment, le client lui dit bah, attendez, vous êtes tout le temps en train de. Ça fait 3 fois que vous me faites refaire le truc, le fait caractéristique, bah, vous n'avez qu'à nous envoyer le texte, ça ira plus vite. Et l'établissement des feuilles de paye. Donc aujourd'hui, bah, c'est plus interdit dans les textes. Donc on est sur une approche risque sauvegarde. Donc est-ce qu'on a un risque d'autorévision, sur l'indépendance? Si on fait les payes, quelque part, on génère aussi une écriture de paye. Derrière, on va être amené à certifier les comptes qui ont été générés en partie par cette écriture de paye. On n'a pas forcément un gros risque sur l'indépendance. S'il y a un contrôle URSSAF, comment on fait? Comment on agit? Le client va nous tenir, attendez, vous êtes responsable, il y a des erreurs sur les payes, et d'autre côté, vous venez nous embêter sur les réserves. Donc, si c'était interdit, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même très très dangereux. Oui. Juste pour revenir, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension, les services, que ce soit l'IAS fiscal, paie et annexe, la CEP a clairement tranché en disant que ça restait des services. Non. Oui, enfin si, c'est interdit. Il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de possibilité. Voilà. Mais j'étais en train d'expliquer pourquoi. La manière dont tu présentais, on a l'air de dire que c'était une non. réflexion, on pouvait se poser la question de savoir si on pouvait faire. Non. La petite introduction, c'était une boutade. Hein, c'était une boutade. Le petit capratier. C'était pour... Parce que se pose également le problème des prestations qui sont fournies à la filiale. Tout à fait. Où là, on n'intervient pas directement sur les comptes. Voilà. Là, il y a des possibilités. Là, il y a des ouvertures, comme dirait. Étonnamment, d'ailleurs. Ouais. Donc, on ne fait pas de l'IAS. On ne fait pas de paye, on ne fait pas de paye, on ne fait pas de prestations de RH. En fait, c'est comme avant, sauf que c'est pas parce que c'est interdit, c'est parce que les risques sont. Enfin, c'est la CEP qui a dit que c'était pas possible, il n'y avait pas de mesure de sauvegarde possible. Voilà. Même si on fait traiter les payes à l'étranger, à l'île Maurice par exemple, ça ne marchera pas. On est en autorévision. Voilà. Plus de gros risques sur l'indépendance. Le client, il nous tient. Quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a 2 flèches, entité non EIP dont les comptes sont certifiés et entité contrôlée par l'entité non EIP, risque d'autorévision, risque sur l'indépendance. Et là, il y a quelques petites ouvertures, vous verrez, elles ne sont pas très grandes quand même, mais après, faire très 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 attention quand on se lance là-dedans. Voilà. Moi personnellement, je ne me bouillerais pas à faire ce genre de truc. Après, on peut toujours argumenter. Hein. Voilà, alors plusieurs nuances de gris. Donc vous avez la mission complètement incompatible. Donc là, on est sur les autorévisions, risque de perte d'indépendance. On est sur les payes, l'alias fiscal, ou carrément l'établissement des comptes, ou la tenue. Aucune mesure de sauvegarde appropriée. Présomption forte d'incompatibilité. Il y a des gros risques d'autorévision et la commission n'a pas identifié de mesure de sauvegarde appropriée, mais peut-être que le confrère, en s'expliquant, peut le faire. Mais alors attention, pareil, hein, c'est vraiment mettre le doigt dans le pot de confiture. Quoi. Présomption d'incompatibilité, sous réserve d'une analyse documentée de la mise en œuvre de mesures de sauvegarde. Donc toutes ces positions de la CEP, elles sont bien décrites sur les 24 fiches. Hein. Donc même quand la CEP a donné son autorisation, c'est pas pour ça que vous pouvez le faire. Il faut quand même faire une analyse et regarder si en faisant cette prestation, est-ce que par derrière, quand vous allez certifier, vous n'allez pas être amené à avoir un avis sur un document que vous avez attesté et sur lequel vous êtes tenu par la conclusion. Voilà, attention. Donc attention quand on commence à faire d'autres choses, à bien mesurer ce que ça peut poser problème pour votre mission de certification par la suite. Ne pas se retrouver piégé en disant
mince, j'ai attesté, j'ai évalué, je ne peux plus revenir, enfin, c'est compliqué de me désavouer derrière, je vais être mis en responsabilité, puis le client, il vous tient. Voilà, c'est un peu ce que je viens de dire. Est-ce que faire intervenir un membre du réseau ou une équipe différente de celle de l'audit ne constitue pas des mesures de sauvegarde permettant de réduire suffisamment le risque ? Ça peut être le cas quand, par exemple, le directeur financier est votre ancien beau-frère, mais vous avez divorcé il y a plus de 10 ans, vous n'avez plus de rapport avec, voilà quoi. Bon, sur un dossier comme ça, vous pouvez peut-être prendre le dossier, mais au moins l'affecter à quelqu'un d'autre du cabinet de façon à éviter ces risques. Voilà. C'est des choses qui ont été évoquées en CEP, ça, ce genre de truc, où par hasard on croise quelqu'un dans une société qui a été le petit ami de votre fille ou je ne sais pas quoi. Enfin voilà quoi, c'était. On évite d'être sur le dossier, on est quelqu'un l'autre associé pour éviter toute apparence de non-indépendance en fait. Donc si le CAC veut tout de même rendre l'appréciation, il devra réfuter cette présomption en documentant son dossier. Mais il a intérêt à bien le documenter pour lever tout risque sur sa responsabilité. Voilà, donc dans les anciens services interdits rendus à l'entité non EIP, on a l'annexe des comptes. Donc vous voyez, donc il y a une analyse qui est faite. Le service, c'est l'annexe. Le client qui vous dit « Attendez, j'en ai marre de votre truc, là, tous les ans vous me faites refaire 5 fois. » Vous faites l'annexe. Donc conclusion, mission incompatible, bien fort risque d'autorévision, puisque derrière c'est vous qui certifiez, donc comme vous aurez mis ce que vous voulez, il faut rappeler que les comptes c'est actif, passif, compte de résultat, annexe. Donc les autres risques sur l'indépendance, on ne se pose même pas la question. De toute façon, vous ne pouvez pas, il y a un risque d'autorévision, il n'y a pas de mesure de sauvegarde, même si l'annexe est rédigée par le collaborateur qui est à l'autre bout du couloir, ça ne marchera pas, parce que de toute façon, c'est que quelque part, c'est le même cabinet. Voilà. Voilà, donc on ne peut pas faire intervenir une personne du cabinet de CAC ou une personne du réseau sur le sujet. Sur l'annexe, si l'annexe vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas à vous de le faire, vous indiquez bien entendu sur quel point vous n'êtes pas d'accord et c'est à eux après à rédiger en conséquence. Autre exemple, feuille de paye. Bon, je pense qu'on en a déjà parlé plusieurs fois. Après, méfiez-vous, il y a un petit quiz après. Donc écoutez bien. Il y a 4 questions. Bref, donc les fiches de paye, évidemment, en tant que commissaire aux comptes d'une société, c'est évident qu'on ne peut pas faire ces fiches de paye. On est complètement en autorévision. Si le client a un contrôle d'URSSAF et qu'il demande à son prestataire de paye de le représenter, c'est le commissaire aux comptes qui doit y aller. Enfin, c'est impossible, quoi. Donc non. Et prendre, même si notre équipe intervient, parce que c'est vrai que le social est tellement déconnecté souvent dans un cabinet des autres services, on pourrait se dire c'est vraiment pas les mêmes, c'est vrai, mais non, c'est pas possible. Donc ça c'est le résumé de ce que je viens de vous dire. Que se passe-t-il si on nous propose en tant que commissaire aux comptes d'une société, un commissariat à la fusion ou aux apports? Eh bien, c'est pareil, on est trop jugé parti, en fait. On va se prononcer, même si ce n'est pas nous qui forcément déterminons le montant des apports. On a un risque d'autorévision, même s'il y a parfois un décalage dans le temps entre la mission de commissariat aux apports et notre certification des comptes. Il peut y avoir plusieurs mois, donc on peut se dire on n'est plus dans le même contexte. Le Covid, par exemple, a pu passer par là et une valeur a pu se dégrader, pourquoi pas. C'est quand même non, en fait. C'est vrai que c'est très inconfortable, je pense, et surtout quand il y a parfois des minoritaires. Quand il y a une fusion, eh bien, on est... c'est inconfortable, et donc la CAP dit non. En fait, le risque qui est soulevé, c'est le risque de conflit d'intérêts.
Parce qu'effectivement, le commissaire aux apports ne fait pas l'évaluation des apports, mais il apporte une appréciation sur ces apports. Mais derrière, ça vaut quand même au moins ça. Au moins Donc, ça. Il dit que ça vaut au moins ça. Donc déjà, ça peut créer un risque qui peut être éventuellement... mais c'est pas ça. Le plus gros risque, c'est sur l'indépendance. C'est qu'on intervient, on peut se retrouver en conflit d'intérêts avec des minoritaires. Voilà. Alors ensuite, donc ça on en a parlé. Je te rends la main. Ensemble. Alors, lorsque le service est rendu à une entité contrôlée par l'entité dont les comptes sont certifiés, donc en fait, on n'est pas directement sur une société dont on certifie les comptes. Par contre, après, c'est à voir si l'entité, s'il y a une consolidation. Donc attention, s'il y a une consolidation, le risque d'autorévision est plus élevé que quand il n'y a pas de consolidation, quand c'est une participation simple. La commission a conclu qu'il existe une présomption forte d'incompatibilité, soit une présomption simple d'incompatibilité. Donc là, on n'est pas sur incompatibilité totale, quand même très 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 attention sur ce genre de mission, parce qu'en termes d'indépendance, de conflit d'intérêts, c'est-à-dire que, imaginons, vous êtes à l'Assemblée générale, vous êtes commissaire aux comptes, et comme les assemblées générales se font les unes derrière les autres, vous êtes à un moment, vous intervenez en tant que prestataire sur l'annexe, par exemple, donc les éléments qui sont dans les comptes, il y a une partie que vous avez faite, et de l'autre côté, après, vous repassez avec une autre casquette. Attention, donc très très attention à ce genre de truc. Enfin, moi, je sais que pour ma part, je ne fais pas et je ne ferai pas. Mais par contre, il y a une analyse quand même à avoir sur certaines prestations. Donc, et en tout cas, en mettant en œuvre des mesures de sauvegarde appropriées. Et attention, en tout cas, quand la filiale est consolidée, puisque là, on a un risque d'autorévision, notamment, enfin, je reprends l'exemple des fiches de paye. Par exemple, les fiches de paye, ça génère une écriture de paye sur laquelle je vais me prononcer, et en tant que CAC de la conso, je vais me prononcer dessus. Voilà. Donc là, la CEP, l'annexe des comptes, donc pour la filiale, donc il y a une présomption d'incompatibilité, mais qui est réfutable sous réserve d'une analyse documentée. Donc le risque d'autorévision, il peut être levé en fonction de faits et circonstances spécifiques. Voilà. Donc tout dépend du poids et de la place au sein du groupe. Il est évident que si c'est une filiale très très conséquente, je pense qu'il y a quand même un risque d'autorévision. Par contre, si la filiale est effectivement en dessous du seuil de signification de la société dont on certifie les comptes, le risque d'autorévision est peut-être non significatif. Par contre, en termes d'apparence d'indépendance, pas terrible. Je vous parle de l'Assemblée générale, avec les 5 sociétés, avec l'Assemblée, à un moment, vous changez de côté, c'est vous qui commentez l'annexe. Voilà. Alors le petit cas suivant, c'est à nouveau les fiches de paye, mais pas dans la société que l'on audite, dans sa filiale. Et là, la CEP, comme pour l'annexe, s'est prononcée en disant, je ne vais pas dire pourquoi pas, mais il faut voir. Voilà. Quand on est CAC, c'est non, mais quand on est dans la filiale, pourquoi pas. Bon, moi, j'ai été assez surprise de voir ça, je vous avouerai, parce que pour moi, les fiches de paye, c'était forcément non, non et non, mais voilà. Ensuite, commissariat aux apports. Peut-on en accepter un ou à la fusion dans une filiale d'une société qu'on audite? C'est non. Pourquoi? Parce que on n'est pas indépendant. C'est l'analyse de la CEP. Même s'il n'y a pas véritablement de risque d'autorévision, c'est non. Il n'y a pas de mesure de sauvegarde possible, même si on change d'équipe ou pas, c'est non. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, on arrive à la conclusion et après il y aura les petits, ça se termine, il y aura les petits quiz
c'est que les anciens services interdits ne sont pas forcément autorisés aujourd'hui, sont présumés incompatibles avec la mission légale de certification des comptes en raison du risque d'autorévision et de perte d'indépendance lorsqu'ils sont vendus à l'entité dont les comptes sont certifiés. La CEP n'a pas identifié de mesure de sauvegarde permettant de réduire le risque à un niveau acceptable, et si le CAC veut tout de même rendre la prestation, il faudra qu'il documente dans son dossier de travail, qu'il fasse une note pour faire tomber cette auto-révision, en fait, et cette perte d'indépendance. Voilà, donc, je pense que l'intérêt pour nous tous ici, c'est de se dire, ce code déontologie, outre le fait que le rapport, il a changé en janvier, parce qu'il faut changer le paragraphe indépendance, bon, mais ça, c'est un détail de forme, il ouvre quand même sur certaines nouveautés. Il y a des nouvelles prestations, mais attention, ce qui était interdit avant, principalement l'est toujours aujourd'hui. C'est normal, ça touche à l'indépendance. Donc, alors, peut-être qu'au niveau des filiales, il y a une possibilité sous réserve 2, mais je pense que l'important, c'est de se poser les bonnes questions en termes d'indépendance et en termes d'autorévision, en fait, pour pouvoir savoir jusqu'où on peut aller. Voilà. Bon, après, je laisse Frédéric conclure. Alors, après la conclusion, il y aura des quiz, donc ne partez pas tout de suite. Il y aura encore de l'apéro. Donc, voilà, donc vous avez dans tous les tableaux de la CEP, vous avez la méthode pour établir une approche risque-sauvegarde, donc qui est désormais applicable systématiquement. Chaque situation est particulière, vous n'allez quasiment jamais tomber pile poil dans les bonnes cases. Et donc les tableaux seront enrichis, il y aura certainement d'autres missions qui seront proposées peut-être par le marché aussi, et qui seront enrichis au fur et à mesure des analyses de la commission. Donc en tout cas, si jamais il apparaît dans votre dossier que vous êtes pas suffisamment indépendant, que vous avez des gros risques, que vous ne pouvez pas mettre en place des mesures de sauvegarde, si c'est non, c'est non, c'est non partout, vous ne faites pas. Comme dirait un célèbre philosophe du XXe siècle, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. On va peut-être passer sur le quiz. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, ça pourra peut-être être généré par les quiz. Enfin, on a mis en place des quiz. Normalement, on commence par le quiz 1. C'est pas... Voilà. Donc, je suis CAC d'une entité non EIP, compte tenu des articles 820-1-1 et 822-11 du Code de commerce. Puis-je désormais réaliser une prestation de paye pour mon client? Bon, pour ceux qui ont dormi, peuvent peut-être éventuellement, il peut y avoir un suspense. Donc, oui, non, oui, à condition que je tienne également à la comptable, évidemment. Oui, à condition que la prestation soit réalisée par une personne distincte de l'équipe d'audit. Bon, on n'a pas mis en place les petits boîtiers, je pense qu'on arriverait quand même à 99,9%. Il n'y a que la personne qui aurait dormi qui pourrait éventuellement avoir une motivation pour répondre à côté de la plaque. Donc, vas-y. La suivante. Donc, non, il n'y a non, pas besoin de ça. De toute façon, la réponse, c'est bien évidemment, c'est non. Je pense que vous avez eu tous les outils nécessaires et vous aurez tous les outils si vous reposez la question dans votre cabinet en rentrant. Donc, la question était moins évidente si on vous l'avait posée en disant chez la filiale d'une société qu'on audite. Moi, personnellement, j'aurais répondu non avant la préparation, pour être honnête. Et c'est pas vraiment non, faut voir. Voilà. Bon, maintenant... Alors, quiz 2. Puis-je désormais établir l'annexe des comptes d'une entité contrôlée
par une entité non EIP dont je suis le CAC. Oui, non, oui, mais il faut qu'elle soit manuscrite. Oui, sous condition de circonstances spécifiques et de mesures de sauvegarde appropriées et décrites dans une analyse documentée. Donc là, on est sur la filiale. Hein. Qu'en pensez-vous? Réponse 1, réponse 2, 3 ou 4. Bon. J'adore. Je vais pas encore rappeler le président, on n'est pas le mardi, donc voilà. Donc bien évidemment, c'est la réponse 4. Mais donc attention sur ce genre de choses. Je vois Madame la Présidente qui fait non, mais effectivement, je vous somme de faire très très attention. C'est l'analyse de la CEP, mais effectivement, Madame, c'est pas du tout confortable, hein, pas du tout confortable. Et, oui. À la Compagnie nationale, et à ce titre-là, on a présenté le sujet évoqué. Aujourd'hui, on est dans une situation où la Compagnie nationale et le travail qui a été réalisé par la commission d'éthique a tranché sur un certain nombre de prestations où c'est clairement non, il n'y a pas à discuter. Et puis, il y a un certain nombre de missions où la porte est ouverte, entrouverte, fermée, je ne sais pas. Ceci étant, la commission s'est prononcée. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, certaines de ces prestations seraient réalisables par les uns et les autres. J'ai cru comprendre que, et là je m'adresse, je ne sais pas si la présidente du H3C peut nous livrer un scoop aujourd'hui, mais j'ai cru comprendre que cette position de la Compagnie nationale attendait quand même un aval, une autorisation, je ne sais pas quel est le terme à employer, du H3C. Qu'est-ce qui fait, si je puis dire, c'est pas du tout critique, hein, c'est pour faire avancer, si je puis dire, les choses et puis qu'on y voit un peu plus clair, si je peux me permettre. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas encore cette réponse? Dans quel délai on va l'avoir? Et que se passe-t-il si le H3C, sur certaines de ses prestations, n'aurait pas le même avis que ce qu'on a vu aujourd'hui? On fera une V2 l'année prochaine. C'est une question qui me semble importante. Je comptais aborder à la demande de... D'abord, bonjour mesdames et messieurs les commissaires aux comptes. Je suis donc Madame Pébernès, la présidente du Haut Conseil depuis le 1er avril 2021. J'ai eu beaucoup de réactions en entendant votre présentation ce matin. C'est le Haut Conseil qui est le régulateur de votre profession, ça n'est plus la Compagnie nationale. Le Haut Conseil n'a pas participé à ces travaux, n'a pas donné son aval aux réponses que votre CEP a faites aux différentes hypothèses que vous avez listées à la suite de la publication de la loi Pacte. Je vous rappelle que le Haut Conseil est chargé par la loi d'établir les normes d'exercice professionnel, les normes déontologiques de votre profession. Le directeur des affaires civiles et du Sceau a demandé au Conseil, au début de l'année 2021, d'étudier la rédaction d'une nouvelle norme de déontologie à la suite de la publication de la loi Pacte et de ces nouveaux services qui sont proposés aux commissaires aux comptes. La commission paritaire du Haut Conseil, qui est composé de 4 membres du collège et de 4 commissaires aux comptes désignés par la Compagnie nationale, a répondu favorablement à cette demande du directeur des affaires civiles et du Sceau et a inscrit à son programme de travail la rédaction d'une norme de déontologie. Le collège du Haut Conseil a approuvé ce programme de travail. La commission paritaire est en train de travailler. Elle propose, pour la fin de l'année 2021 ou le début de l'année 2022, la rédaction d'une nouvelle norme de déontologie aux commissaires aux comptes. En attendant,
puisque vos clients vous demandent régulièrement peut-être, ou bien vous proposez à vos clients de nouveaux services, soyez prudents. Lorsque votre compagnie d'éthique et de CEP professionnelle vous dit non, c'est interdit, alors oui, ne le faites pas. Quand elle vous dit oui, peut-être, soyez extrêmement prudents. Il y a en ce moment, devant la formation restreinte du Haut Conseil, l'un de vos confrères qui est poursuivi par le rapporteur général pour cela, pour avoir manqué à son obligation d'indépendance vis-à-vis de son client. Il en répond, j'ai assisté au débat, il est mal à l'aise, il a reconnu qu'il était en situation d'autorévision, on attend la décision de la formation restreinte. Soyez prudents. Attendez que votre régulateur vous fasse une proposition de norme de déontologie, et puis le garde des Sceaux la publiera dans le Code de commerce, et vous serez, plus à l'aise avec ces nouvelles missions que la loi vous propose. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Madame la Présidente. Mais merci également à Frédéric et Isabelle. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est un exercice qui n'est pas évident sur un sujet qui est encore très compliqué. Donc je vais vous proposer de les applaudir, à moins que ce soit pas fini encore. Il reste 2 questions. Ah, il reste 2 questions. Alors allez-y, excusez-moi, je vous ai un petit peu devancé. Effectivement, merci pour ces précisions. Je pense que c'est parfait si ça peut compléter la présentation. Alors, question 3. Je suis CAC d'une entité non EIP. Puis-je attester des données financières prévisionnelles ou des données d'un business plan? Oui, à condition que j'ai participé à l'élaboration du document. Non, parce que je n'ai pas trouvé le modèle d'attestation. Oui, à condition que je ne me prononce pas sur la faisabilité des prévisions. Et non, c'est le travail de l'expert comptable ou d'un expert comptable. Qu'en pensez-vous? Oui, voilà. Oui. Donc, réponse. La réponse de la CEP, c'est oui, à condition que je ne me prononce pas sur la faisabilité. La quatrième étant également bonne, mais ça ne veut pas dire qu'un commissaire aux comptes ne peut pas le faire, mais c'est également le travail d'un expert comptable, bien entendu, s'il y a un commissaire aux comptes en place. Et la dernière question. Je suis CAC d'une entité non EIP, puis-je rédiger un rapport sur les risques cyber auxquels l'entité est exposée? Non, je ne dispose pas des compétences. Oui, je suis un spécialiste des risques cyber. Oui, je ne dispose pas des compétences, mais je fais intervenir un tiers, un sous-traitant ou un membre de mon réseau qui, lui, est compétent. Non, car il existe un risque d'autorévision. Alors là, en fait... il y a plusieurs réponses possibles. Il y a 3 réponses possibles. En fait, les 3 premières sont bonnes. Parce que si on n'est pas compétent, on ne va pas le faire. Voilà. On vous rappelle que pour accepter une mission, il faut disposer de la compétence et de la formation. Si vous êtes spécialiste des risques cyber, vous pouvez l'accepter. Et vous pouvez également l'accepter si dans votre cabinet, dans votre réseau, ou si vous connaissez un tiers qui lui-même est indépendant, parce qu'attention aux critères d'indépendance du tiers qui intervient, un sous-traitant ou un membre de mon réseau qui est compétent et indépendant. Oui, donc en fait, il y a 3 possibilités là-dessus. Bien entendu, faire très très attention à ce genre de mission si on ne dispose pas des compétences. Voilà, donc ça c'est l'exemple de la fiche numéro 5, c'est l'approche retenue dans le nouveau code de déontologie. Après, vous avez toute la partie titre 1, donc c'est ce qu'on a vu au départ, c'est les 17 premiers articles du code de déontologie sur la compétence, la confraternité, etc., etc. Et puis le titre 2, c'est toutes les missions de certification des comptes, donc la déontologie qui s'applique à la certification des comptes ou aux autres missions pour l'entité dont il certifie les comptes. Donc les fiches sont assez bien faites et vous permettent en tout cas derrière de pouvoir documenter votre dossier en prenant exemple, par exemple en faisant un système avec des fiches ou des titres 1, titre 2. On a mis également la fiche numéro 8, c'est risque d'autorévision ou indépendance. Donc je vous ai dit, la commission d'éthique est en train de travailler dessus.
Et également, moi je fais partie également de cette commission sur la partie acceptation ou refus des nouvelles missions. Donc il y a des outils qui vont être mis à disposition des confrères à l'occasion des assises. Donc c'est également pour moi l'occasion de tous vous inviter à aller aux assises, puisque vous aurez la primeur de ces documents qui seront mis à disposition des confrères à cette occasion. Et moi, je pense que le président de la CNCC va vous reparler de l'intérêt d'aller aux assises, les premières assises en présentiel depuis 2 ans. Juste petite précision sur cette fiche numéro 8. En dernière page, on dit qu'il n'y a pas de liste de mesures de sauvegarde possibles dans le compte de déontologie, c'est pas listé, mais il y a quelques exemples tirés de la pratique professionnelle relative à l'auto-révision, érigée au rang de pratique professionnelle par le H3C, et ça date du 3 novembre 2011, et ça a un peu valeur de doctrine. Et donc, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'en fait, quand on pense qu'on peut mettre en place une mesure de sauvegarde, ça peut être de la façon suivante, choisir une autre équipe, prendre un tiers indépendant, refaire faire la mission par un tiers indépendant. Quand il y a un cocac, c'est lui faire analyser le point qui peut être un peu sensible, ou prévoir une revue indépendante. Voilà. Je pense que effectivement la combinaison de tout ça c'est possible, et c'est vrai que la règle d'or c'est quand même la prudence. De toute façon, je pense qu'en son fort intérieur, on le sentirait assez vite dès qu'on n'est pas dans cette zone de confort. Il vaut mieux se retirer. Voilà. Dès qu'on commence à aller voir son associé en lui demandant qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en penses, en se disant de toute façon je le sens pas bien, ça part mal, quoi. Donc voilà. Voilà. Donc c'est des exemples de fiches, c'est dans les slides. Voilà, donc ça c'est avec les réponses. Voilà. Donc en conclusion, dans tous les cas, faire preuve de jugement professionnel et documenter son dossier, et je dirais faire preuve de grande prudence. J'ai pas marqué la citation du grand philosophe du XXe siècle. Voilà. Grégory ? Cette fois-ci, c'est fini. C'est bon. Je suis désolé, je vais pas vous couper. Merci pour... Tu nous avais dit midi. Vous avez respecté Il est midi. Impeccablement l'horaire. Oui. Et comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, il y a toutes ces nouvelles missions RSE qu'il va falloir qu'on s'approprie. Et je pense que Yannick, qui n'est pas encore arrivé, je ne l'ai pas vu, mais il pourra nous en parler tout à l'heure lors de la table ronde. En tout cas, merci à vous deux pour cet exercice. Merci à toutes et tous. Je vous propose de retourner là où vous avez pris le café pour que l'on puisse déjeuner. Et on se retrouve ici vers 13h45, 14h pour une table ronde avec Madame la Présidente et Monsieur Olivier. Alors, bon appétit.